Bonjour à tous et merci de m'écouter, car qui que vous soyez, sachez que cette vidéo peut vous concerner et est censée même vous intéresser au plus haut point, que ça soit directement ou indirectement, si vous appartenez à ce qu'on appelle la population ou de façon plus simple le peuple, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas un dirigeant de haut niveau. C'est-à-dire qu'elle concerne potentiellement 98-99% de la population mondiale, en plus d'être étayée, développée, dans une didactique qui se veut d'un niveau intelligent et adulte. L'objet, ou si vous préférez la raison d'être de cette vidéo, consiste à dire, en résumé, que les différentes guerres et conflits qui ont parsemé l'histoire de l'humanité ont presque toujours été voulus par les élites dirigeantes, qu'elles soient politiques, financières ou occultes, mais pour leur intérêt à eux, et pas dans l'intérêt des peuples et des populations vivant dans les différents pays de la planète. Alors, ce fait est déjà connu par un certain nombre d'entre vous, mais peut-être que pour d'autres, c'est pas déjà connu ou c'est pas complètement clair. C'est pour ça que, pour essayer de vous offrir un exposé de qualité, il sera utilisé parfois des contre-arguments en faveur de la guerre, du conflit, et chacun de ces arguments sera analysé, élucidé, démystifié, dans le but d'en démontrer soit la fausseté rhétorique, c'est-à-dire qui est fausse, quoi, soit l'aspect fallacieux ou erroné, pour ne pas dire faux, inexact ou même parfois trompeur. En précisant dans mon introduction que les principes en rapport avec la paix, la liberté, la sécurité, des choses comme ça, et d'autres encore, sont en même temps à la fois temporels, c'est-à-dire qui s'inscrivent dans l'histoire matérielle et concrète sur notre planète, mais aussi abstraits, spirituels et intemporels. C'est-à-dire que ce sont des principes ou des valeurs qui sont en dehors de la temporalité. Elles n'ont pas d'âge, c'est des débats éternels, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas être résolus ou transcendés, bien au contraire, comme vous allez le voir dans cet exposé. Alors, plutôt que de refaire un parcours complet, intégral, exhaustif de toutes les guerres et tous les conflits qui ont eu lieu dans l'histoire de l'humanité, car ça serait bien trop long à faire vu la quantité de guerres qu'il y a eu sur notre planète, je vais prendre un seul exemple, volontairement choisi, dans la longue liste des conflits ayant existé. Donc, j'ai découvert récemment, sur la chaîne de Nota Bene, que d'ailleurs, au passage, je conseille à mes auditeurs, car elle est de très bonne qualité pour s'informer sur l'histoire, qu'au XIXe siècle, quelque part vers le milieu du XIXe siècle, en Chine, pendant le règne de la dynastie Qing, qui a été opposée pendant longtemps à la dynastie Taiping, que les Anglais, alors plus précisément le gouvernement anglais, pas le peuple, pour essayer de compenser le blocus commercial qu'avaient instauré les Chinois vers le milieu du XIXe siècle pour les empêcher de commercer, ils ont décidé de faire le commerce de l'opium en Chine. Autrement dit, d'acheminer et de vendre de l'opium aux Chinois. Et comme les empereurs chinois de l'époque ne l'ont pas voulu, s'y sont opposés politiquement, et s'y sont opposés tout court, et d'ailleurs on peut les comprendre, eh bien les Anglais ont décidé que leur refus était un motif légitime pour entrer en guerre contre eux. Donc, si on analyse bien cette situation, ce point de l'histoire des relations anglo-chinoises, c'est un gouvernement, là en l'occurrence le gouvernement anglais, qui dit quelque chose qui ressemblerait à « Quoi ? Vous ne voulez pas qu'on détruise la santé de votre population et vous voulez nous empêcher de faire du business avec la drogue qu'on veut vous refourguer pour nous enrichir ? Quoi ? Mais c'est intolérable, c'est inacceptable. » Donc du coup, on décide de vous faire la guerre pour vous apprendre à vouloir défendre la santé de votre population et de défendre vos intérêts économiques.
Non mais oh, pour qui ils se prennent ces Chinois? Voilà, donc pas besoin de faire un long discours. Ces gens du gouvernement anglais de l'époque sont littéralement des gros tarés, des malades mentaux, des psychopathes en puissance, qui laissent libre cours à leur folie grâce au grand pouvoir politico-économique dont ils étaient déjà dotés à l'époque et dont ils sont toujours dotés de nos jours à notre époque. Cette anecdote, en plus de l'aspect complètement scandaleux du prétexte de faire la guerre à la Chine parce que la Chine n'a pas voulu que les Anglais vendent de l'opium sur leur territoire, illustre aussi le fait que dans les histoires politiques de guerre, c'est toujours le peuple, la population qui trinque, si on peut dire, qui paye l'addition, qui se fait avoir, que ce soit en termes de pertes humaines, comme on dit dans le vocable militaire, qu'en termes de paix sociale ou de conditions de vie sanitaires ou de confort de vie en général. En réalité, ce genre de guerre n'est pas fait pour protéger les peuples des nations respectives qui constituent les pays du globe. Ce sont des guerres qui sont toujours motivées par les désirs mégalomanes de leurs dirigeants pour des intérêts économiques principalement, c'est-à-dire le pillage des ressources ou le commerce en général. Dit de façon encore plus simple, c'est toujours leur guerre à eux, ça n'est quasiment jamais celle des peuples qui en général aspirent à la paix. Cette paix que nous n'avons quasiment jamais connue, même s'il y a eu des exceptions comme la Pax Romana ou des choses comme ça, et encore, qui fait que, qui a pour conséquence que certains arguments, qui, comme nous allons le voir dans le déroulé, sont presque toujours rhétoriques et fallacieux. Je parle des arguments en faveur de la guerre, qui font que les membres de la population ne savent même pas qu'il est possible d'aspirer à une paix durable dans leur esprit, manipulés qu'ils sont majoritairement par une sorte de fatalisme ou de résignation qui légitime par consentement manipulatoire à l'instauration des guerres, de par la volonté des politiques au détriment des besoins et des désirs des populations. C'est un peu ça l'objet, c'est en quelque sorte un rappel de l'objet de la vidéo pour bien expliciter en quoi consiste l'analyse et l'exposé de cette vidéo. Alors, pour en revenir au développement, après cette introduction un peu virulente dans ses prétentions, voici quelques-uns des arguments utilisés par les défenseurs de la guerre, ou plus précisément la révélation des mécanismes manipulatoires qui font que les populations se sont résignées à croire dans un épouvantable fatalisme que les guerres sont parfois inévitables et même nécessaires pour ne pas dire légitimes. Vous savez, c'est inévitable que de temps en temps il y ait une guerre. Il y en a qui invoquent par exemple la trop grande quantité de population dans le monde et qu'une guerre ça nettoie bien un peu, ça nettoie. Et comme disait Maurice quand il était sur Skyrock, on rase tout dans un pays ou une contrée et après c'est Bouygues qui vient reconstruire. Voilà, il avait tout dit. Alors, maintenant je vais prendre des arguments moins populaires et un peu plus analytiques. Alors, voilà, c'est par rapport à l'appellation, le nom qu'on donne au ministère de la Défense. Avant, je ne sais plus exactement la date, mais c'était il y a jusqu'à 30 ou 40 ans, avant on appelait ce ministère le ministère des Armées. Or, depuis quelques décennies, cette appellation a été remplacée par l'expression ministère de la Défense nationale. Alors, ce point a son importance dans l'exposé argumentatif de cette vidéo, de ma vidéo, dans le sens où cette nouvelle appellation met l'accent sur le fait qu'un pays peut être en faveur de la paix, dans l'absolu. La paix mondiale même. C'est-à-dire qu'elle n'a pas d'intention belliqueuse d'envahir un autre pays, mais le mais, c'est qu'elle nécessite quand même une force armée, non pas pour attaquer, mais pour se défendre, donc de façon légitime, contre un éventuel agresseur
d'origine extérieure au pays en question, c'est-à-dire d'une autre nation, d'un autre pays. D'ailleurs, on peut noter au passage, entre parenthèses, que cette explication préliminaire s'inscrit dans la même ligne rhétorique que le vieux proverbe arabe qui dit « Si tu veux la paix, prépare la guerre ». Le problème, alors, ou si je peux dire les problèmes, c'est que dans ce genre d'appellation et dans ce proverbe, les prémices des postulats se contredisent d'emblée dans l'énoncé. Quand on analyse à la fois l'appellation du ministère de la Défense et le proverbe arabe. C'est-à-dire qu'en gros, ça n'est pas en faisant la guerre, ou même en ne faisant que la préparer, que ça va rassurer le pays hostile sur les intentions du pays visé, et ne va pas rassurer la population non plus sur les intentions de ses réactions. C'est-à-dire que pour être plus clair, plutôt que de rester dans l'abstraction philosophique comme ça des idées, il semble bien plus logique, comme l'a fait Mahatma Gandhi en Inde dans les années 60, qui défendait la paix par des actions pacifiques, comme sa célèbre marche, il semble bien plus logique et cohérent de défendre la paix par des actions pacifiques plutôt que par des déclarations de menaces de riposte si le pays était attaqué ou menacé par un autre. Alors, c'est tout le jeu des relations diplomatiques entre pays par des ambassades interposées, mais je ne développe pas ce point. Je reste généraliste en disant qu'autrement dit, Mahatma Gandhi ne se contredisait pas dans le respect de la simple logique élémentaire en ayant cette démarche, celle de défendre la paix par des actions, alors certes à caractère médiatique, mais pas des actions belliqueuses, des actions pacifiques, plutôt que de menacer avec un ministère de la Défense qui serait prêt à en découdre si on le menaçait ou si on menaçait sa nation dont il est au service. Alors, cependant, pour ne pas être, comment je pourrais dire, taxé ou soupçonné de naïveté, en disant, ouais, c'est simpliste comme raisonnement, il faut aussi dire qu'il suffit qu'il y ait, on va dire mathématiquement parlant, algébriquement parlant, un seul pays dans le monde qui, sur les 275 qui ait des intentions belliqueuses envers un autre, des intentions belliqueuses et conquérantes, pour obliger de facto à légitimer la création d'un ministère de la Défense dans tous les autres pays de la planète. Donc, toujours mathématiquement parlant, pour qu'une paix durable soit imaginable et instaurable, il faudrait logiquement que l'intégralité des pays du monde se concertent tous, pour ensuite se mettre d'accord, pour refuser systématiquement toute forme de violence militaire contre qui que ce soit, ou même toute forme de violence tout court. Internation. D'ailleurs, on peut faire remarquer au passage que c'est l'un des arguments repris par les tenants du nouvel ordre mondial, cette fameuse cabale, qui explique, qui argumente en disant que la seule et unique façon d'instaurer cette fameuse paix mondiale est justement d'instaurer un nouvel ordre mondial, à gouvernement unique, à gouvernance unique. Et donc, comme il n'y aurait qu'un seul gouvernement, vu sous cet angle, effectivement, il semblerait difficile à supposer qu'il pourrait se faire la guerre contre lui-même, ce qui serait au minimum une contradiction, ou au pire une forme de suicide gouvernemental. Alors, cependant, même si c'est, comment on pourrait dire, beau, alléchant, séduisant, cette proposition de modèle de gouvernance centralisée à une échelle mondiale pose un autre problème. C'est celui du flicage massif de la population, la surveillance, à travers des opérations comme échelon, ou que ce soit la police, les renseignements généraux, etc., pour éviter, entre autres, les attentats terroristes, ou bien des formes de violence à vaste échelle. Alors, plutôt que de développer ce point-là, car j'ai pas d'informations secrètes à divulguer, loin de là, c'est le débat, philosophiquement parlant, entre la sécurité et la liberté. Ces deux notions dont je rappelle que le célèbre Thomas Edison
l'une des personnes qui a contribué à découvrir la lampe électrique, qui a contribué à diffuser l'électricité dans le monde, disait à ce sujet la citation suivante: un pays qui sacrifie un peu de sa liberté pour plus de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre et perdra les deux. Fin de citation. Donc on voit bien que cet homme de génie, enfin en tout cas je le considère comme tel, on voit bien que pour lui réduire les libertés pour plus de sécurité ne fonctionne pas à long terme, car parce que, entre autres arguments, réprimer trop longtemps les désirs et les désirs de liberté des populations mène tôt ou tard à des formes de soulèvements sociaux, ou des révoltes, ou des guerres civiles, comme on a pu le voir en Espagne, lors de la guerre civile en Espagne dans les années 30, etc. Donc, ce qui ne favorise pas la paix à long terme non plus, ce plan du nouvel ordre mondial me semble biaisé et bancal d'emblée, sa crédibilité étant réduite dès l'analyse philosophique de la mise en lien du concept de nouvel ordre mondial à gouvernance unique avec le concept de liberté avec celui de sécurité. La mise en lien entre la balance ou l'équilibre entre la liberté et la sécurité. Je rajoute un dernier point en rapport avec cette expression de nouvel ordre mondial, que si il devenait totalitaire ou fasciste d'une façon ou d'une autre, eh bien ce serait pas vraiment une paix, ce serait un excès de sécurité imposé qui rendrait la population malheureuse ou mécontente. Donc c'est à double tranchant, ce concept de paix mondiale à travers un gouvernement mondial. D'ailleurs, ces dernières réflexions m'amènent à penser qu'on est déjà tous foutus. Et bon, je l'expliquerai dans une prochaine vidéo que je suis en train de préparer, qui s'appelle « Analyse des mentalités de la population, pourquoi je pense qu'on est tous foutus ». Mais j'y reviendrai plus tard. Cette vidéo étant entre autres dans le but de préparer le terrain et d'apporter de la matière à réflexion pour expliquer pourquoi je pense qu'on est déjà tous foutus. Alors, donc j'enchaîne, c'est pour cette raison que j'admire toutes les personnes qui étaient issues du peuple, qui ont pris le pouvoir à un moment donné ou à un autre dans leur pays, pour essayer de redonner des droits et d'améliorer les conditions de vie de leur peuple, de leur population à eux. Alors on peut citer, bon, l'un des plus connus c'est Mahatma Gandhi, même s'il ne fut pas président de façon directe, il a contribué grandement à ce que l'Inde retrouve son indépendance face à la colonisation britannique. On peut citer Che Guevara, ou même des gens comme Fidel Castro, Saddam Hussein, des choses comme ça, mais même si Fidel Castro a sympathisé avec les Russes par la suite, le but ici n'est pas de faire leur apologie, parce qu'eux-mêmes ont commis des crimes, c'est juste pour citer quelques noms de personnes qui ont essayé de s'opposer à cette espèce de conglomérat de la grande cabale mondiale, mais que quasiment toute leur volonté à chaque fois s'est retrouvée réduite à néant parce que les Américains sont toujours plus forts. Voilà. Alors, le but ici n'est pas de juger des éventuelles atrocités aux crimes de guerre qu'ils ont pu perpétrer au nom de l'indépendance de leur peuple, mais l'accent est mis sur le fait que l'intégralité des prises de pouvoir populaire ont été ensuite soit réprimées violemment par les armes, soit destituées par des manœuvres dignes de la mafia, en ayant remplacé l'ancien dirigeant qui voulait défendre les intérêts de son peuple par des présidents fantoches, un peu comme des pantins qui étaient à la solde des États-Unis, ou bien des pays colonisateurs de l'époque. Donc, ou alors on peut citer aussi un autre exemple très connu et qui pour moi est très parlant, c'est l'exemple de la Commune de Paris, ce qu'on a appelé la Commune de Paris en 1870, qui est un autre exemple historique très intéressant à analyser sur ce thème des tentatives de prise de pouvoir populaire par des membres de la population. La Commune de Paris
pour bref rappel, est une insurrection populaire qui a eu pour foyer de départ la ville de Paris juste avant la première guerre franco-allemande en 1870. Le fait est que, pour passer directement à la conclusion de cet exemple donné, le fait est que les historiens, en général de façon consensuelle, ont constaté majoritairement au moins 2 points. Déjà, l'insurrection populaire, après une certaine résistance idéologique et armée, a toujours fini par être sévèrement réprimée par l'armée et la police. Pourquoi? Parce que les forces organisées de l'armée de l'époque étaient toujours plus fortes que des insurrections populaires où le peuple n'avait pas le temps de s'organiser, de former des troupes assez importantes pour s'opposer à armes égales, pour être à égalité avec les forces armées déjà présentes depuis longtemps, depuis des siècles. Ensuite, deuxième point, ils ont constaté, les historiens, que le nouveau système politique que voulaient mettre en place les partisans de la Commune de Paris était moins bien structuré et organisé que, on va dire, les systèmes économico-politiques actuels. Faute d'y avoir réfléchi suffisamment longtemps, d'avoir réfléchi à l'après-insurrection, que par quel système remplacer le système décrié, même si, basiquement, c'était l'ancêtre du communisme. C'est-à-dire que, si on se fie aux historiens, le mode de gouvernance et le système qui aurait été instauré par la Commune de Paris aurait été très bancal lui-même, à moyen ou long terme, et n'aurait pas tenu de façon pérenne dans le temps. Sauf à supposer que, s'ils avaient gagné, ils auraient pu s'organiser pour essayer d'instaurer un système plus viable en faisant des ajustements et des corrections dans les détails de l'organisation et de la gestion logistique du pays. Bref, tout ça pour dire que les exemples que je donne étaient pour dire en conclusion de ce point de l'exposé que toutes les tentatives d'insurrection populaire sont toujours sévèrement réprimées et n'aboutissent jamais. N'ont jamais abouti de toute l'histoire de l'humanité, aussi loin qu'on remonte dans le temps. Alors, l'autre point que je voulais aborder, ce sont les méthodes employées par ces mêmes gouvernements pour rester au pouvoir, par le principe du verrouillage des pouvoirs, pour maintenir leur gouvernance en place dans le temps, ou en tout cas, au moins, maintenir leur système de gouvernance dans le temps à long terme. En tout cas, pour légitimer leur pouvoir politique essentiellement, il y a un moyen qui est très connu, on peut en citer plusieurs, mais il y en a un qui est très connu, c'est le fameux « diviser pour mieux régner ». Alors à travers cet adage, cette maxime, cela consiste entre autres, mais pas que, à créer dans l'opinion publique des débats et des polémiques ou des faux débats sur tout un tas de sujets dans la population, en gros ce qu'on appellera l'opinion publique, dans le but d'empêcher les populations de s'unir et de se fédérer autour d'un ennemi commun, leurs propres dirigeants, qui sont, je le rappelle, les principaux responsables des guerres qui ont parsemé l'histoire de l'humanité au détriment des populations qui, elles, aspiraient le plus souvent à la paix. Alors, l'autre mode d'application du diviser pour mieux régner consiste à créer des débats, toujours des polémiques secondaires dans l'opinion publique pour l'éloigner, pour en quelque sorte, par manipulation indirecte, pour l'éloigner de considérations plus importantes et plus urgentes d'autres sujets en rapport avec la remise en question de leurs dirigeants ou des réflexions autour de leurs prétendus critères de légitimité, ou bien tout ce qui a trait à la politique, tel que ça s'est vu dans l'agora grecque, dans la Grèce antique, où il y avait un agora, c'est-à-dire un lieu public dans la place publique où les citoyens participaient à la vie politique de leur cité. Autrement dit, à travers le vote, le suffrage universel, le peuple a été dépossédé de son pouvoir politique naturel et légitime. J'en veux pour exemple un cas très particulier dans les différents types de gouvernance qui ont existé dans le monde
et qui est, soit dit au passage, doté d'une rhétorique très sournoise et fallacieuse. Je veux parler de la République. Alors, qu'est-ce que je voulais dire à propos de la République? Alors, je ne nie pas, dans un premier temps, le fait que la République a apporté quand même des bienfaits depuis la Révolution française à la population et aux populations des différents pays où des républiques ont été instaurées. Ça a instauré des parlements où il y avait des partis en présence avec un pouvoir en place, le parti majoritaire. Il y avait le parti de l'opposition qui créait un contre-pouvoir pour éviter le problème très sérieux et très épineux du totalitarisme, c'est-à-dire d'un pouvoir unique, dictatorial, où toutes les décisions seraient prises de façon unilatérale par un seul et unique gouvernement. Autrement dit, le fait d'avoir instauré plusieurs partis politiques qui eux-mêmes représentent des idéologies permet d'équilibrer un peu dans les jeux de pouvoir. Il y a aussi le principe de la séparation des pouvoirs qui est bien. Le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire, tout ça, ainsi que d'autres choses que je ne cite pas parce que c'est trop long à expliquer, font que la République a quand même amélioré pas mal de choses dans la vie des citoyens. Mais, au-delà de ça, sous un angle critique, plus critique, l'un des arguments, en tant que critère de légitimité de la République, consiste à dire que la population, via le suffrage universel, le vote en faveur de représentants qui se présentent, des candidats, qui sont donc choisis par cette même population, sont là pour représenter les intérêts du peuple et améliorer leurs conditions de vie. Alors je veux bien, mais cela serait bien vite oublié une citation d'un certain Sieyès. C'est un penseur qui est considéré comme une pointure par les intellectuels de l'époque, et même aujourd'hui, qui, juste avant la Révolution française, et donc l'instauration par la suite du principe de vote, du suffrage et de la République, a dit, je cite, « Nous n'avons pas à craindre le suffrage universel parce que les gens voteront comme on leur dira. » Point, fin de citation. Je ne sais plus la date exacte, mais en gros, cette citation date de 1770 à peu près, c'est-à-dire quelques années avant la Révolution française, au moment où ils étaient déjà en train de réfléchir à un autre système pour remplacer la monarchie de droit divin. C'est-à-dire qu'on retrouve bien là la véracité des propos de Sieyès, et que ceci se vérifie même de nos jours quand on compare. Alors il suffit de comparer très simplement les courbes ou les montants de financement des partis politiques qui se présentent avec les résultats du nombre de votants en faveur lors des votes, lors du suffrage. C'est-à-dire que, dit de façon plus simple, concrètement, plus un candidat qui s'est présenté reçoit des subventions ou une quantité d'argent importante, plus il reçoit une grosse quantité d'argent, plus cela augmente ses chances de recevoir un plus grand nombre de suffrages et donc d'être élu. Autrement dit, ce qui veut dire en plus clair que ce n'est pas les votes en eux-mêmes qui font élire les candidats qui se présentent, mais la quantité d'argent qui est investie dans chacun d'entre eux à travers les partis politiques pendant les campagnes électorales. Que ce soit des campagnes présidentielles, les députés, les sénateurs, même si les mairies, c'est un peu, l'effet est moins marqué, mais bon. Donc, en résumé, pour conclure, c'est une sorte d'arnaque, n'ayant pas peur de le dire, une sorte d'escroquerie, un jeu de dupes qui a trompé, induit en erreur 90-95% de la population des votants pendant environ 2 siècles, 200 ans. Eh oui. On vous entube depuis plus de 2 siècles avec une simple arnaque politique, dans le sens où, comme le disait Sieyès pour reprendre sa citation, ceux qui réfléchissaient à la mise en place du suffrage universel se disaient qu'ils n'avaient pas peur qu'on vote pour d'autres candidats que eux auraient voulu et auraient choisi, parce qu'ils savaient que les gens voteraient comme on leur dira, soit par voie de manipulation par les médias et l'opinion publique,
soit par la quantité d'argent qui est investi dans tel ou tel parti qui représente l'idéologie de telle ou telle élite dirigeante. Ce qui veut dire en conclusion que les élus ne représentent pas vraiment les intérêts du peuple ou des peuples, mais les intérêts de ceux qui les financent. La fameuse question « chercher à savoir où va l'argent », bien que ce point commence déjà à être plus ou moins connu par les membres des populations concernées dans les pays dits développés. C'est quelque chose qui est quand même qui commence à être assez connu maintenant. Quoique, même en Afrique, dans les pays où sont calqués le modèle républicain des anciennes colonies, tous les pays des anciennes colonies qui ont été remplacés par des républiques, la population commence aussi à savoir et à connaître cette forme d'arnaque du suffrage universel viciée par la corruption des financements. Parce qu'au départ, le suffrage universel est une bonne idée. Même ça a été, en quelque sorte, le principe a été repris de façon corrompue. Alors, mais cette explication a été donnée pour étayer l'idée principale que ce sont presque toujours les dirigeants qui décident ce qu'ils veulent faire par le truchement des lois ou des décrets, selon des intérêts qui ne correspondent pas toujours aux intérêts des populations qui sont sous leur égide, ou devrait-on dire sous leur domination, mais des intérêts de plus en plus économiques. Autrement dit, le commerce, dont la bourgeoisie, qui a permis l'essor de la bourgeoisie à partir du 18-19e siècle, a instauré des formes d'inégalité sociale de plus en plus importantes et au détriment de la population. En résumé, quand on parcourt tous les systèmes politiques qui ont existé dans l'histoire de l'humanité, aucun ne prend vraiment en compte de façon juste, équitable et bonne, et neutre surtout, les besoins des populations. Que ce soit la monarchie, la république, le fascisme, le communisme, les théocraties, les plutocraties, la synarchie, tous ces systèmes, aucun ne se rapproche un tant soit peu de la démocratie. Alors, démocratie étant citée ici entre parenthèses comme modèle idéal, utopique de gouvernance des sociétés, où les intérêts des populations pourraient être pris en compte de façon neutre, impartiale, juste, équitable, morale, éthique, etc., avec le souci de la redistribution des richesses. Alors, à la rigueur, seule la démocratie réelle, bien qu'il faudrait expliquer de quoi il s'agit plus en détail, pourrait être applicable dans une optique de paix des peuples durable, ou bien éventuellement une synarchie, telle que l'explique entre autres et le propose Pascal Trefengui sur sa chaîne YouTube, que je conseille aux gens qui veulent connaître la cabale mondiale. Parce que lui, il est en faveur de la synarchie, moi, je serais plutôt en faveur d'une démocratie réelle. Alors, malheureusement, pour nous, ce sera ni la synarchie, ni la démocratie dans un avenir proche, parce que le futur nouvel ordre mondial approche, ou imminente, ressemble plus à une dictature répressive au nom d'une sécurité accrue, au détriment de liberté que la génération de nos parents ont pu, avec grande chance, goûter pendant la brève période des 30 glorieuses en France et en Europe après la Deuxième Guerre mondiale. Jusque dans les années 80-90, on va dire. Jusqu'aux années 2000 maximum. Pour finir, enfin en tout cas pour continuer sur ce point, un autre argument, je prends un autre argument de ceux qui sont donc finalement en faveur de la guerre, ont tendance, voilà, ça c'est un autre débat, à reprocher aux personnes en faveur de la paix d'être, entre guillemets, des bisounours. C'est-à-dire qu'à travers cette expression, un peu rabaissante, un peu méprisante, se cacheraient des personnes dites naïves ou mièvres, farfelues parfois, qui croient que tout est beau, tout est joli, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, et que ces gens vivraient dans une sorte d'utopie, de croyance en faveur d'une utopie, pour ne pas dire de psychose délirante, dans un contexte pathologique, où ils se croiraient dans un monde beau, serein, en paix, qui nage dans une espèce de bonheur et dans une paix illusoire, et qui ne se produira en réalité jamais selon leurs détracteurs, c'est-à-dire les réalistes. Mais en réalité, cela serait être ici bien pessimiste, car pour argumenter en faveur de ces bisounours, en plus d'être à la fois un argument rhétorique,
dans le sens où ça confond l'idéalisme avec la naïveté. Encore une fois, je précise au passage, entre parenthèses, sachez que c'est un vieux débat, hein, et même un débat ancestral, qui a plusieurs milliers d'années, dans le sens où il existe depuis longtemps sur le plan philosophique ou idéologique. Donc pour essayer de démystifier un peu ce débat entre idéaliste, réaliste, naïf ou réaliste, sans aller jusqu'à dire qu'il faut de tout pour faire un monde, il est une vérité, il est véridique qu'il faut aussi des idéalistes. Il faut que l'humanité soit composée d'un certain nombre, d'un pourcentage d'idéalistes, parce que c'est grâce à ce genre de personnes que de nouveaux modèles, de vie en société ou de gestion sociétale ou économique ou politique, et que des découvertes peuvent être faites que les autres catégories de personnes, entre autres dites réalistes, n'auraient pas faites. Surtout si on considère que ces autres catégories se sont enfermées dans une sorte de réalisme fataliste, qui veut que, au nom du réalisme, pour être réaliste, toutes les utopies et donc tous les idéalistes seraient en quelque sorte discrédités, étouffés d'emblée dans l'œuf, annihilés, ou tout leur argument serait annihilé, c'est-à-dire qu'ils n'auraient aucune valeur, si on croyait cet argument de dire que les idéalistes sont utopistes et naïfs. Alors le dévoilement de l'aspect sournois et fallacieux du mécanisme rhétorique qui se cache derrière l'argument du réaliste consiste à dire que ça n'est pas parce que la paix durable n'a jamais existé que ça veut dire qu'elle ne pourra jamais exister ou qu'elle ne peut pas exister. C'est un peu l'argument du vieux monde, si on veut, dans le sens où si quelque chose n'a jamais pu exister durablement, que ce soit une idée, une idéologie ou un système politique, alors il ne pourra jamais exister de façon raisonnable dans le futur. Mais si on prend par exemple le communisme, il est bien né un jour, quelque temps avant 1917, avec sa concrétisation après par Lénine. Même si les historiens pourraient donner le détail de la naissance idéologique du communisme avec des dates plus précises que moi, là n'est pas le sujet. Le point sur lequel je veux mettre l'accent ici est que le communisme, avant, disons 1917, n'existait pas. Il a donc bien fallu que l'idée générale n'émerge de l'esprit de quelqu'un un jour, avant que de ne pouvoir être concrétisée, mise en application, que ce fût en Russie ou dans d'autres pays, ou à travers des formes de communisme divers et variés. Mon but n'est pas de rentrer dans le détail des différentes modalités du communisme, c'était pris en tant qu'exemple pour expliquer que, quel que soit le type de système politique ou social ou économique, il a bien fallu que les idées qui sous-tendent ces idéologies soient créées, pensées un jour par des gens. C'est pas possible autrement. Épistémologiquement, le contraire est impossible. Donc on voit bien ici les limites du raisonnement simpliste qui consiste à dire cette idée n'est pas réaliste, donc elle est utopique, donc elle ne pourra jamais voir le jour concrètement. Et donc d'en conclure qu'il est inutile de vouloir y penser, il est même inutile et vain de vouloir être idéaliste car les idéaux sont utopiques et parfois même dans le registre pathologique de la psychose, c'est-à-dire celui qui fuit la réalité. Alors, moi je vous assure que cet argumentaire, c'est juste une tentative rhétorique de détruire à la fois la joie, l'espoir, parce que les idéalistes donnent de l'espoir et de l'espérance, ainsi que la créativité des idéalistes, qui parfois apportent et ont apporté à l'humanité réellement de nouvelles idées qui ont pu parfois révolutionner, aussi bien que ce soit la science, que la politique, que la société, que la vie quotidienne en général, au travers de découvertes parfois géniales. Alors, je ne vais pas trop développer, mais on peut citer des gens comme Isaac Newton, avec la découverte de la force de la gravitation, qui a abouti à ce qu'on appelle la mécanique classique. On peut citer Albert Einstein pour ses découvertes sur la relativité générale et restreinte, ou bien l'inventeur de la photographie,
qui a découvert la photographie par hasard, le procédé photographique. On peut citer les frères Lumière, hein, qui ont inventé le cinéma, ou Georges Méliès, qui l'a amélioré. Bref, tout ça pour dire que le nombre d'exemples est tellement énorme en quantité, la liste est tellement longue, qu'elle réduit à néant les détracteurs des idéalistes, dont l'humanité a quand même besoin pour réfléchir à de nouveaux modèles sociétaux dans la gestion du pouvoir politique. C'est une façon de dire que les idéalistes ont une utilité réelle et qu'ils donnent de l'espoir, de l'espérance, quand une situation ou un contexte de vie devient négatif, pessimiste ou désespérant. Conclusion, pour synthétiser l'idée générale de cette vidéo bien développée, c'est pour dire, alors d'une part, que la paix est préférable à la guerre. S'il eût été besoin de rappeler un principe aussi simple que celui-là, que tout le monde est en faveur de la paix, même la plupart des dirigeants politiques sont en faveur de la paix, mais que la majorité des guerres sont perpétrées contre l'assentiment des peuples, qui n'ont rien demandé aux dirigeants. Autrement dit, c'est la guerre des élites, politiques ou autres, pas celle du peuple. C'est ça l'idée principale que j'ai voulu démontrer dans cet exposé. Et d'autre part, deuxième point, cet exposé s'inscrit dans une idée encore plus large, qui se résume par l'idée suivante, pourquoi je pense qu'on est tous foutus, dont j'expliquerai les motifs dans une prochaine vidéo en cours de préparation de mon côté. Voilà, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté, en espérant que cette vidéo vous ait plu et vous a été utile. Vous pouvez liker, vous abonner à ma chaîne et je vous souhaite une bonne journée à tous. Merci, bonne journée.